On va parler de la Chine, de l'international, on va parler de la France avec évidemment la crise des Gilets jaunes. France Culture est mobilisée pour tenter de comprendre ce qui se déroule actuellement dans notre pays. Et puisqu'il y a une question démocratique, une question posée à la démocratie, j'ai souhaité vous inviter Jean Garrigue. Vous êtes un historien, vous connaissez très bien l'histoire de notre République. Tout d'abord, votre sentiment sur la période que traverse la France actuellement. Écoutez, c'est quelque chose de très complexe. Je dirais que c'est une crise multiscalaire parce que ça part de ce que peut produire la radicalisation d'une manifestation dimanche dernier, ce qu'est la méthode de gouvernance d'Emmanuel Macron pour réformer en tenant le cap ou pas, mais c'est surtout l'expression d'une fracture territoriale, sociale, très profonde qui... c'est pas très original ce que je dis, mais qui est quand même qui révèle une frustration décennale, pluridécennale. C'est-à-dire que c'est depuis que la France est entrée en crise, c'est-à-dire depuis les années 70, que les gouvernants n'ont pas été capables de résoudre un certain nombre de problèmes. Mais au-delà de ça, il y a encore quelque chose qui va encore plus loin, c'est une crise de la représentation démocratique dans toutes les démocraties occidentales. Sous l'angle historique, y a-t-il une crise mai 68, en tout cas les prodromes de mai 68, qui se rapprocheraient de ce moment que nous traversons, Jean Garrigue, à moins que vous alliez chercher dans d'autres périodes historiques, je ne sais pas, 1848, enfin bref, vous avez le choix. De manière paradoxale, j'ai l'impression que ce mouvement, ça se ressemblerait le plus à ce qu'on appelait les jacqueries de l'Ancien Régime. C'est-à-dire que, sous l'Ancien Régime, ça commence avec les maillotins à Paris en 1382, les mesures d'innovation fiscale de l'époque, c'est-à-dire on va vous mettre un impôt sur le sel, un impôt sur le vin, etc., provoquaient comme ça des émotions totalement spontanées et imprévisibles qui révélaient en fait la frustration d'une société d'Ancien Régime, une société seigneuriale, féodale, d'oppression des couches populaires, en fait, de la majorité de la population. Donc il y a cet aspect-là qui est incontestablement, dans son ampleur, dans son imprévisibilité, dans son côté révolte de la France périphérique face à la centralité du pouvoir, qui évoque ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais évidemment, il y a aussi des éléments qui évoquent la crise poujadiste, par exemple, puisque... Rappelez-nous la crise poujadiste. On est dans les années 50, et à partir d'une révolte antifiscale menée par un petit libraire papetier du centre de la France, de ces régions, d'ailleurs, qui sont en effervescence aujourd'hui, s'insérer dans le Lot, qui s'appelait Pierre Poujade, eh bien ce mouvement, peu à peu, s'est étendu à une sorte de révolte contre l'État. Contre la mainmise de l'État, contre aussi la modernité qui laissait de côté une partie des Français, artisans, commerçants, petits paysans, un mouvement important, délaissés, un mouvement très important, sociologiquement moins disparate, moins hétérogène que ne l'est les Gilets jaunes, moins large aussi que ne l'est les Gilets jaunes, et qui débouche sur une structuration politique parce qu'il y a un leader, et parce qu'aussi, à un moment donné, il y a une radicalisation du discours, à tonalité nationaliste, parfois xénophobe, parfois antisémite, et très Algérie française. Bon. Alors, il y a des éléments du poujadisme dans son justement, est-ce que la crise, en l'occurrence le poujadisme, se dénoue dans la politique, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une traduction politique de ce phénomène, eh bien celui-ci rentre dans le cadre du débat démocratique, Jean Garrigue ? Oui, on peut dire que à partir du moment où le poujadisme s'est structuré, il y a eu un parti qui s'appelle Union et Fraternité Française, 50 députés, plus de 2 millions de personnes qui ont voté, 2 400 000 dont personnes. Certains députés qui feront carrière après. Comme Jean-Marie Le Pen, c'est à lui que vous pensiez. Il y a à partir de là un mouvement qui se dégonfle. Mais alors il se dégonfle aussi et surtout parce que le général de Gaulle arrive au pouvoir et finalement satisfait un certain nombre d'aspirations à l'ordre, à la légitimité républicaine que réclamait. C'est pour ça que même le mouvement d'aujourd'hui, il est extrêmement ambigu, extrêmement divers. Pourquoi ? Et passionnant. Pourquoi ambigu ? Parce que vous trouvez maintenant des gens dans ce mouvement qui appellent au pouvoir le général de Villiers, par exemple, dont on peut pas dire. Voilà. D'abord, on ne sait pas si le général de Villiers a des aspirations. Voilà. Lorsqu'il était venu ici, il disait qu'il n'avait pas de velléité d'entrer dans une carrière politique. Non, mais c'est juste pour vous montrer la diversité extrême de ce mouvement, où par ailleurs on va trouver des aspirations qui ressemblent à celles
celle de la France insoumise, d'autres qui se rapprochent plus de Nicolas Dupont-Aignan, d'autres qui sont tout simplement l'expression d'un ras-le-bol, d'un mal de vivre. Alors, si c'est aussi hétéroclite que vous le dites, Jean Garrigue, est-ce que ça signifie que la rue française a là aussi un caractère particulier, puisque on commence à être habitué en France, donc on pourrait égrener toutes les crises de la représentation, donc j'ai évoqué 1848, mais il y en a d'autres sans aller chercher jusqu'à la Commune. Est-ce que ça, c'est une spécificité de l'histoire française ? Oui, incontestablement, et au fond, c'est ce qui est passionnant dans le mouvement d'aujourd'hui. Parce qu'on voit très bien que par rapport à cette crise de la représentation démocratique dont je parlais tout à l'heure, il y a une séquence qui, me semble-t-il, a commencé avec les Nuits debout en 2015-2016, qui s'est poursuivi avec, et c'est paradoxal, avec l'émancipation et le développement de ce qu'on appelait la République en marche, c'est-à-dire des marcheurs qui, à la base, essayaient de reconstruire un espace démocratique de la base vers le sommet, en écoutant les Français. Et puis il y a aujourd'hui la France, le miroir de cette France de la République en marche, France cultivée, urbaine, des élites, etc., qui, elle aussi, revendique sa participation à l'espace démocratique, tout simplement parce que les canaux traditionnels de ce débat démocratique sont totalement discrédités. On a vu les partis être discrédités en 2017. On voit qu'aujourd'hui, et on le subodorait, bien au-delà des partis, ce sont les élites dans leur ensemble, y compris les corps intermédiaires qu'on ne voit pas suffisamment émerger, qui peut-être à la faveur de la crise vont être un peu plus sollicités, mais on voit très bien qu'il y a là une manière de contourner un espace démocratique qui, pour l'instant, ne satisfait pas les aspirations du peuple. Alors ça, c'est une situation inédite. Y a-t-il eu des moments où des Français qui se trouvaient invisibles auraient cherché à devenir visibles au travers de phénomènes de protestation, d'une colère comme ça? Mais les invisibles, on les trouve en 1848, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé en 1848? En 1848, là encore, c'est quelque chose de très compliqué, parce que vous avez une première révolution en février 1848 qui renverse la monarchie de Juillet, qui renverse Louis-Philippe, qui instaure donc la Seconde République, mais qui est plus ou moins dirigée par des hommes qui représentent une sorte de bourgeoisie modérée, qui n'est pas représentative de la révolte elle-même, révolte parisienne, qui était beaucoup plus ouvrière et étudiante d'ailleurs, et qui n'est pas représentative évidemment du reste de la France. Et puis vient se superposer à cette première révolution une insurrection ouvrière parisienne en juin 1848, mais aussi des insurrections paysannes contre l'impôt, justement, ce qu'on appelle l'impôt des 45 centimes, qui sont aussi, qui révèlent une frustration profonde de la part d'un peuple, mais des frustrations qui, de manière très paradoxale, ne sont pas les mêmes que celles du peuple urbain qui s'est révolté en juin 48. Et ça conduit à l'élection d'une sorte d'homme providentiel garanti de l'ordre républicain qui va être Louis-Napoléon Bonaparte. Et on voit bien à quel point ce genre de séquence peut générer aussi ce type de solution. Oui, avec là aussi, disons, une désillusion assez rapide, ce qui a fait dire à certains commentateurs que l'histoire repassait les plats, parce que lorsque Napoléon le Grand arrive, donc il arrive à l'issue de 5 années de chaos, exactement, de 1799 à 1804, la France est plongée. Là aussi, peut-être que cela mérite d'être rappelé, parce que on connaît bien la Révolution, mais l'arrivée de Napoléon, c'est aussi le chaos français. Alors, le coup d'État de 18 Brumaire de 1799 fait suite à 4 ou 5 ans de désordre, de terreur d'abord, de crise économique et sociale profonde, de guerre avec le reste de l'Europe, et de ça, il sort un mécontentement généralisé, une frustration, une instabilité gouvernementale qui amène un certain nombre d'élites, une partie des élites françaises, à la solution d'un homme providentiel, d'un sabre en fait, qui va être Napoléon Bonaparte en 1799, sachant qu'avant lui, plusieurs autres généraux avaient été sollicités, consultés pour savoir s'ils voulaient y aller, ne pas y aller. Bref, voilà, la solution, elle débouche sur ce régime d'ordre et de semi-dictature que va instaurer d'abord Napoléon Bonaparte et qui deviendra l'Empire en 1804. Probablement parce que, justement, il réussit à rétablir l'ordre. À l'époque, la Provence était complètement ravagée par des brigands, les routes étaient peu sûres. Peu sûres, les aristocrates tenaient une partie du pays, dans d'autres parties, la répression, la terreur bleue s'en prenait aux contre-révolutionnaires. Enfin, on était dans un désordre total. Alors c'est vrai qu'on n'en est pas du tout là. L'histoire ne repasse jamais les mêmes plats. Et il n'est pas évident du tout que la crise d'aujourd'hui débouche sur ce besoin d'ordre et de cet homme fort qu'on attendait à l'époque. Certes non, mais on voit qu'au travers donc des différents exemples que l'on peut avoir de situations donc de crise en France, il y a toujours eu
eu une volonté, alors parfois déçue, parfois victorieuse, de trouver un homme providentiel, Jean Garrigue. Oui, alors ça, j'avais publié il y a quelques années un ouvrage sur ce thème-là, parce que c'est une récurrence de l'histoire contemporaine française, d'avoir cet appel permanent à quelqu'un qui va, d'un coup de baguette magique, comme ça, résoudre les problèmes qui se posent à la société. Et d'ailleurs, c'est typiquement ce qui s'est passé en 2017. On a eu l'impression que un homme allait pouvoir résoudre effectivement toutes les impasses de la société française que l'alternance gauche-droite ne réussissait pas à donner. Donc ça, c'est un phénomène qui vient comme, j'allais dire, l'aboutissement de toute d'un siècle d'appel à l'homme au sauveur. Mais c'est quand même assez paradoxal parce que la France est un pays extrêmement attaché à l'égalité, à la démocratie et finalement c'est un peuple qui croit très peu en lui-même. Oui, on voit bien d'ailleurs le paradoxe de ce qui se passe avec les Gilets jaunes qui sont avant tout une manifestation d'une volonté d'horizontalité démocratique, au fond de démocratie participative, pour reprendre ce que Ségolène Royal avait apporté lors de sa campagne de 2006-2007, et en même temps, comme dit l'autre, en même temps une aspiration à la décision verticale, l'appel à Macron comme à la fois repoussoir, comme bouc émissaire de toutes les frustrations, et c'est normal, parce que vous êtes dans un régime hyper présidentialisé. Donc c'est à Macron qu'on se réfère, et on se réfère à cette verticalité, comme si, là aussi, tout allait pouvoir advenir par cet homme providentiel, quelque part loin de la Providence. Alors c'est quand même pas si normal que ça, depuis que la Ve République existe. Jean Garrigue, il y a quand même eu des mouvements. On pourrait penser par exemple à un autre mouvement qui a eu lieu en décembre 1995. Oui. Et là, on utilisait des fusibles, c'était le Premier ministre. Alors il s'agissait d'Alain Juppé. Oui. Le fait quand même, qu'en l'espace d'un peu plus de 20 ans, le recours aux fusibles semble moins aisé, ça c'est quelque chose de nouveau. Tout à fait. Ça avait été théorisé par Nicolas Sarkozy, le Premier ministre collaborateur, même si c'était au fond dans l'ADN de la Ve République, car Michel Debré, en 1959, n'est jamais qu'une sorte de collaborateur exécutant des volontés du général de Gaulle. Mais incontestablement, à partir de la présidence Sarkozy, et ça s'est ensuite poursuivi et renforcé notamment avec Emmanuel Macron, on voit très bien que le Premier ministre a perdu sa fonction de chef du gouvernement véritablement, et que tout remonte au président de la République. Le régime s'est non seulement institutionnellement, mais symboliquement, et c'est peut-être encore plus important, il s'est symboliquement présidentialisé. Je veux dire que l'impression de l'opinion publique de la société française, c'est que tout remonte, tout dépend du président de la République. Et on voit bien à quel point aujourd'hui c'est quelque chose qui est un handicap. Pourquoi ? C'est un handicap parce que vous voyez bien que le Premier ministre ne joue pas son rôle précisément de fusible, de bouc émissaire, et le président de la République, qu'il le veuille ou non d'ailleurs, il a accompagné cette posture jupitérienne, mais ne se tient pas suffisamment en retrait pour incarner, et c'est ça qui est fondamental, incarner cette unité nationale. On voit bien qu'aujourd'hui, cette question de l'incarnation n'est plus résolue. Un président de la Ve République, n'est plus capable, on le voit bien aujourd'hui, d'incarner. Il est populaire pour 20% de la population, il est impopulaire pour les autres, ce qui est un paradoxe, car on l'a connu avec d'autres présidents. Oui, mais les présidents de la Troisième République, dans un régime parlementaire, dans un régime donc plus horizontal, et où la souveraineté était aux représentants de la nation, à l'Assemblée, à la Chambre des députés, au Sénat, dans ce régime, paradoxalement, les présidents de la République, qui avaient moins de pouvoir et qui étaient beaucoup plus en retrait par rapport à la décision politique, étaient beaucoup plus populaires et incarnaient de manière très symptomatique ce qu'était justement cette unité de la nation. Et on a vu ce phénomène-là s'effilocher de manière paradoxale dans ce système hyper présidentialisé qu'est la Ve République. Ce qui fait qu'il y a un véritable problème. La Constitution pourrait-elle être un problème ? Est-ce que la solution elle est à trouver du côté d'une autre Constitution, d'un aménagement de celle-ci, Jean Garrigue ? Peut-être à la marge. Il y a effectivement un problème institutionnel avec ce qu'on vient de souligner, c'est-à-dire cette hyper présidentialisation, je le répète, à la fois institutionnelle et symbolique. Maintenant, est-ce que le problème de l'impuissance du pouvoir politique aujourd'hui face aux questions qui se pose à la société française, est-ce que c'est un problème qui peut se résoudre uniquement par transformation institutionnelle ? Moi, je ne le crois pas. D'abord, il faudrait peut-être revenir à l'esprit et presque à la lettre des institutions de 1958, donc redonner plus de pouvoir au Premier ministre, et puis découpler surtout la subordination, couper le fil entre l'Assemblée, le contre-pouvoir parlementaire et le pouvoir présidentiel. Ce serait déjà un élément.
Jean Garrigue, vous avez notamment écrit Les Hommes providentiels, effectivement, histoire d'une fascination française. Vous avez aussi écrit Les Patrons et la politique. On va voir dans une dizaine de minutes en votre compagnie et en compagnie d'un autre historien, Sylvain Boulouc, comment les crises violentes, comment la France a noué son rapport particulier avec la violence de rue. Qu'est-ce que l'on peut trouver comme exemple dans le passé pour essayer de mieux comprendre ce qui se déroule. Vous avez dit que les historiens s'arrachaient les cheveux pour tenter de comprendre la crise des Gilets jaunes. Alors on a choisi deux qui ont toujours beaucoup de cheveux. Jean Garrigue, vous allez publier La République incarnée, c'est chez Perrin. Et à côté de vous, nous accueillons Sylvain Boulouc. Bonjour, vous avez notamment publié Les listes noires du PCF chez Calman Lévy. On va essayer de comprendre la spécificité de ce moment, Sylvain Boulouc, la spécificité des violences qui ont eu lieu et le poids des réseaux sociaux. Alors, spécificité des violences. Ce sont des violences multiformes qui viennent à la fois d'horizons politiques extrêmement variés, d'un bord à l'autre de l'échiquier politique, et des violences sociales. C'est-à-dire qu'une partie des Gilets jaunes, avant le début des événements, n'avait aucune affiliation politique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a une démocratie 2.0 qui s'est mise en place, qui explique le polymorphisme des Gilets jaunes, à savoir que grâce ou à cause d'Internet et des différents réseaux sociaux, tout le monde peut exprimer son avis, ce qui donne un mouvement qui, pour paraphraser un titre d'un journal des années 70, veut tout, mais aussi le contraire de tout, et encore le contraire de tout. Donc, des revendications absolument incompréhensibles et absolument pas canalisées. Et du coup, si on cherche dans les autres manifestations de colère, de violence que l'on a observées récemment, est-ce que cela permet donc de trouver des invariants ou bien au contraire une singularité absolue? Alors, dans les acteurs qui ont pratiqué la violence samedi dernier, par exemple, on a quelques invariants. C'est-à-dire qu'on a une partie majoritaire de la violence qui était une violence d'extrême droite. On a une partie majoritaire. Oui, la majorité des acteurs qui sont particulièrement violents sont proches des réseaux d'extrême droite. Au point qu'on a des graffitis absolument surprenants. Un graffiti qui s'appelle Akaba, qui veut dire tous les flics sont des 3 points de suspension, qui venait plutôt de la mouvance d'extrême gauche jusqu'à maintenant, et repris aujourd'hui par l'extrême droite, entouré de croix celtiques, qui est une des marques traditionnelles, une fabrication traditionnelle de l'extrême droite. Donc ça, c'est le premier. Alors, l'Arc de Triomphe, ce serait le fait plutôt. Alors, pour l'Arc de Triomphe, c'est encore plus compliqué, puisqu'on a eu une première vague d'extrême droite qui a protégé la flamme du soldat inconnu, parce que c'était l'hommage à la nation, il fallait surtout pas y toucher. Mais attention, c'est l'extrême droite légaliste, c'est pas l'extrême droite nationaliste révolutionnaire. C'est ça qui devient très compliqué. Puis, dans un deuxième temps, on a eu l'extrême gauche qui a pris d'assaut l'Arc de Triomphe en faisant des graffitis différents de ceux qu'on a. Du premier qui était purement un graffiti gilet jaune. Les gilets jaunes vaincront, c'est ni de gauche ni de droite, on va dire. Et après, là-dessus vient se greffer un quatrième élément qu'on n'a pas encore mentionné, qui sont les casseurs qui viennent faire de la récupération individuelle pour leur propre compte, donc qui n'ont pas de dimension politique du tout. Donc on a cette juxtaposition, entre guillemets, de violence. Donc je reprends. Violence d'extrême droite majoritaire dans l'affrontement, violence d'extrême gauche qui a duré plus longtemps parce que grâce ou à cause des Black Blocs, ils ont une pratique de rue, une pratique de l'affrontement manifestant qui est extrêmement fréquente et qui est habituelle, enfin où ils ont l'habitude de durer pendant plusieurs heures. À côté de ça, une violence sociale qui s'est exprimée, et le tout dans un quartier qui prêtait à la violence sociale, puisqu'on était dans le 8e arrondissement, et qu'on a pu avoir une manifestation de la lutte des classes sous une forme tout à fait symbolique. Jean Garrigue. Oui, c'est une superposition, j'allais dire presque historique, de formes d'expression violente dans l'espace démocratique, en tout cas dans l'espace public, parce que la violence de droite ou d'extrême droite, c'est quelque chose qu'on a vu par exemple, on parlait tout à l'heure du poujadisme, où il y avait des expressions comme ça, de rue, des pillages de préfecture, des irruptions même au sein de l'Assemblée nationale, qui sont caractéristiques d'une sociologie particulière, j'allais dire d'une socioculture particulière, qui est celle des petites professions libérales ou autres, dont les idées étaient proches très souvent de l'extrême droite, d'ailleurs depuis les années 30. Il faut se souvenir aussi que la grande émeute du 6 février 1934, c'est aussi une forme de violence de rue, peut-être même la plus spectaculaire de tout le XXe siècle, où là on menace d'envahir la Chambre des députés. C'était quand même pas rien, 15 morts, plus de 100 blessés au lendemain de cette nuit d'émeute. Et puis à ce type de violence qu'on retrouve aussi dans la tradition des agriculteurs français, par exemple, des barricades, des pillages de préfecture et autres, des incendies. Alors justement, parce que on a effectivement une certaine habitude des violences paysannes. On voit par exemple dans ce qui s'est déroulé ce week-end, alors il y a par exemple eu la préfecture du Puy-en-Velay. Alors là, est-ce qu'on est capable... Mais là,
j'allais dire, souvenez-vous, mais le poujadisme, il y a eu ça. Le grand mouvement des commerçants du Sidunati 1969, Gérard Nicou, c'était aussi ce type de... Alors, ça partait de l'Isère, c'était ce type d'expression. Oui, le Sidunati, il faut rappeler. Le Sidunati est un mouvement de défense du petit commerce, anti-fiscal, anti-étatique, et qui s'est développé pendant quelques mois autour d'une sorte de leader emblématique qui s'appelait Gérard Nicou, qui tenait un bar tabac à la Tour du Pin, je crois, dans l'Isère. Donc là aussi, on a quelque chose qui était finalement assez traditionnel. C'est pas étonnant de le retrouver aussi dans ces manifestations, sauf qu'ensuite, il y a d'autres cultures, et là on vient d'en parler, qui se sont agrégées à ça. Il y a la culture des Black Blocs, il y a celle des casseurs venus de la banlieue, tout ça se superpose, s'agrège. Convergence des casses. Convergence, mais attention, dans dans une expression du mouvement des Gilets jaunes qui n'est qu'un des aspects de ce mouvement qui est beaucoup plus large et qui, à l'échelle notamment de la France périphérique, a rarement emprunté ce type de direction. Alors, mais malgré tout, parmi ces casseurs, il y avait aussi des gilets jaunes, c'est ce que l'on voit dans les comparutions immédiates. Oui, alors c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que je reviens sur l'Arc de Triomphe juste 30 secondes. Le premier graffiti, les gilets jaunes triompheront, et visiblement, d'après ce qu'on sait, un gilet jaune qui a choisi d'écrire sur l'Arc de Triomphe, ce qui symboliquement traduit que les gilets jaunes aussi n'ont plus grand-chose à faire des institutions, puisque autant l'extrême gauche peut revendiquer un sabotage de l'Arc de Triomphe en disant c'est que le symbole de la grande boucherie impérialiste, autant ça va être beaucoup plus compliqué pour un certain nombre d'autres franges de la vie politique. Donc il y a cette manifestation de colère sociale qui, à mon avis, est quand même relativement importante et qui est assez diffuse dans l'ensemble de la population, avec, après, quand on regarde le mouvement des Gilets jaunes sur l'ensemble du territoire, des éléments qui sont quand même plus compliqués. C'est-à-dire qu'on prend point de blocage après point de blocage, on se rend compte quand même qu'un certain nombre d'animateurs des Gilets jaunes au niveau local appartiennent à des franges plus ou moins radicalisées de l'extrême gauche dans un certain nombre de cas et majoritairement de l'extrême droite dans un certain nombre d'autres cas. Une carte, on va pas avoir le temps de faire une carte exhaustive. Bon, je vais pas faire de carte exhaustive. Il y a eu une excellente enquête qu'a fait la Fondation Jean Jaurès là-dessus, en superposant les cartes des blocages des Gilets jaunes et les cartes du vote Front National. On retrouve à peu près, donc si vous voulez, pour faire vite, la France du Sud-Est et la France du Nord. Par exemple, l'autre jour, il y a eu des incidents à Hénin-Beaumont. A priori, c'était pas vraiment des militants d'extrême gauche. Et puis une France de l'Ouest où les Gilets jaunes seraient plutôt à gauche de l'échiquier politique, mais avec des particularités. C'est-à-dire, par exemple, à Bordeaux, il y a eu des incidents assez importants. Qui revendiquent une partie de ces incidents, c'est les comptes Twitter de l'Action française. Donc on est vraiment dans une configuration extrêmement compliquée. L'Action française qui se réinscrit dans sa mythologie, puisqu'elle se manifeste partout avec des banderoles à bas les voleurs. Alors ça, c'est quand même quelque chose de nouveau, sauf erreur de ma part. Jean Garrigue, est-ce que par le passé, on avait affaire à des colères qui étaient des colères transcourants, ou comme cela, l'extrême droite et l'extrême gauche pouvaient se retrouver côte à côte dans une même volonté de désordre? Alors, c'est vrai, par exemple, que dans un premier temps, le mouvement poujadiste avait été plus ou moins soutenu par le Parti communiste, qui voyait un moyen d'ébranler le système sociopolitique traditionnel, c'est ce qu'on appelle la troisième force. Pourtant, Poujade n'était pas un communiste. Il était loin d'être un communiste. C'est pas en faveur de l'abolition de la propriété privée. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Mais il y avait dans cette capacité justement de révolte, de mobilisation du poujadisme, il y avait des éléments qui pouvaient séduire aussi des militants communistes, même si la sociologie, surtout à l'époque, était quand même une sociologie très différente. Les poujadistes étant des petits commerçants, artisans, libéraux, etc., tandis que les militants communistes, à l'époque surtout, étaient vraiment le monde ouvrier, le cœur du monde ouvrier. Mais aujourd'hui, on voit bien cette complexité sociale aussi, qui sous-tend le mouvement des Gilets jaunes. Mais en même temps, c'est ce qui vient d'être souligné, il y a quand même une géographie plus fine qui fait voir que des sensibilités sont quand même différentes d'un endroit à un autre. Et quand on regarde là aussi les projets, enfin les propositions des Gilets jaunes, on voit bien qu'il y a là aussi des cultures, des dimensions très différentes. Il y a des choses qui relèvent de toute une culture de la gauche, voire de l'extrême gauche, qui se rapprocheraient des revendications de la France insoumise, et qu'au contraire, il y a des choses dont on voit bien qu'elles participent d'un répertoire traditionnel de cette droite un peu dure, des petits commerçants et artisans. Oui, on pourrait rajouter à propos du 6 février 34 que, alors, ils ont changé immédiatement après Debord, mais l'association républicaine des anciens combattants participe qui était dirigée par le Parti communiste, participe à la manifestation du 6 février 34. Ça veut dire que, alors, c'est ce qui est en train de se développer comme débat sur la toile entre les différents groupes de la gauche radicale qui sont pas d'accord entre eux pour complexifier un peu les choses. C'est-à-dire que vous avez toute une partie des libertaires et de cette mouvance-là qui dit mais on va pas aller manifester avec l'extrême droite, ce n'est
pas possible. C'est contraire alors, je cite nos intérêts de classe, et c'est contraire à notre antifascisme fondamental. Donc vous avez vraiment, en plus, pour complexifier les choses, une partie de l'extrême gauche de la mouvance plutôt autonome qui participe en disant on va déborder l'extrême droite, et de l'autre côté une autre partie de l'extrême gauche qui refuse d'y participer sur le thème on ne peut pas manifester avec nos ennemis principaux. Donc ça rend l'expression assez compliquée. Toujours est-il, la chose la plus importante, que ceux qui y participent sont tous prêts aujourd'hui à participer à des actions violentes pour les groupes les plus radicaux. Après, il y a autre chose, c'est qu'il y a des dimensions, des volontés insurrectionnelles, et il y a d'autres partis qui attendent que cette insurrection se développe pour pouvoir, entre guillemets, ramasser les cartes, enfin ramasser la monnaie. Pouvez-vous préciser? On voit très très bien que toute une partie de l'extrême droite ou de la droite très très dure attend le résultat par les urnes. C'est-à-dire qu'elle veut profiter des ordres ambiants sans participer forcément aux actions violentes. Je ne fais aucun Parce complot. qu'il n'y a pas d'élection prévue si, pour le moment. Il y a les européennes. Il y a les européennes, mais ils espèrent pouvoir rafler la mise aux européennes. Ça, c'est très très clair dans un certain nombre de discours. On va attendre les urnes pour montrer que la colère populaire est de notre côté. Moi, je crois que c'est même ce qui est vraiment l'objectif essentiel, notamment du côté du Rassemblement national ou du Pont-Aignan, par exemple, qui est très présent dans la récupération, on va dire, entre guillemets, du conflit. Je pense que l'objectif, effectivement, c'est de conduire d'abord à ce qui sera certainement le résultat de ce mouvement, c'est-à-dire un abstentionnisme qui va être encore plus fort que d'ordinaire, et Dieu sait qu'il l'est souvent dans les élections européennes, et que cet abstentionnisme, joint à une éventuelle récupération électorale de l'extrême droite, puisse placer la République en marche derrière le Rassemblement national, ce qui serait un coup de semonce très très fort sur le plan électoral. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est aujourd'hui critiqué parce que la situation, donc notamment à Paris, mais pas uniquement, à Toulouse, à Marseille, a été jugée comme un symptôme du fait que le dispositif policier n'était pas adapté. Votre point de vue, Sylvain Boulouc? Je crois que, vu la complexité des choses, il était assez difficile, alors je suis pas spécialiste du tout de la police, mais il était quand même relativement difficile d'envisager tous les scénarios possibles, en sachant qu'en plus, si on regarde la journée de Saint-Denis, il n'y avait pas une manifestation, mais il y en avait déjà 3. Donc il y avait la manifestation non autorisée ou vaguement autorisée aux Champs-Élysées. Il y avait une deuxième manifestation qui partait de Saint-Nazaire avec le comité Adama où les manifestants après ont rejoint l'autre manifestation. Il y avait une troisième manifestation de la CGT où il y avait également des gilets jaunes. Donc ça montre la complexité des choses et la difficulté pour le ministre de l'Intérieur de prévoir ce qui pouvait exactement se passer. On a vraiment l'impression que pour le coup ils ont été plus débordés qu'autre chose par deuxième chose. Il y a peut-être pas alors c'est dommage parce que je pense que les services de l'Intérieur ont quand même quelques informations, mais il n'y a peut-être pas chez le ministre de l'Intérieur la culture et la connaissance des différents groupes qu'il pouvait y avoir chez d'autres ministres de l'Intérieur qui auraient pu évoluer dans les consignes données. Ça devrait être contrebalancé par l'expérience de Laurent Nunez, qui est au fond joue le rôle technique auprès de Castaner. Mais c'est vrai qu'incontestablement, on a l'impression qu'il y a un peu une sorte de, pas d'amateurisme, enfin une mauvaise estimation de ce que pouvaient être les dangers de ces manifestations. Et j'ajouterais que ce qui rendait la chose encore plus compliquée, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à côté des casseurs traditionnels qui, d'ordinaire, sont très dissociés des manifestations, comme c'était passé le 1er mai, etc., il y avait la manifestation encadrée par les syndicats et d'un autre côté les casseurs. Là, les casseurs s'étaient infiltrés dans les différents points de manifestation et la radicalisation d'un certain nombre de gilets jaunes faisait que, au fond, il y avait une sorte de convergence entre ceux qui cassaient parce qu'ils appartiennent à une mouvance politique, culturelle qui fait qu'ils ont cet usage de la violence, du vandalisme. Mais il y avait aussi, je pense, et ça a été, me semble-t-il, la nouveauté de la dernière manifestation, cette radicalité-là apparaissant chez les Gilets jaunes, parce qu'elle s'inscrit aussi, et c'est pour ça que je le rappelais, dans une culture aussi de ce type de manifestants, de ce type de manifestation. Qu'est-ce que l'on peut imaginer du coup pour la suite, Sylvain Boulouc? Alors c'est compliqué de répondre à cette question. Le gouvernement va annoncer un certain nombre de mesures. Est-ce qu'il est possible de bâtir différents scénarios? Alors, le problème, c'est que les Gilets jaunes ne s'expriment que sur les réseaux sociaux. Donc à partir de ce moment-là, une majorité d'entre eux peut exprimer son opposition sur les réseaux sociaux et ça peut continuer à s'auto-alimenter par cette démocratie 2.0 où on s'exprime en 140 signes, ce qui veut dire qu'on utilise plus l'invective qu'autre chose. Donc il y a une violence verbale aussi qui existe dans ces réseaux sociaux, qui n'existait pas avant quand il y avait des corps intermédiaires et que chacun devait argumenter, s'exprimer. Donc ça pacifiait aussi les choses,
la démocratie sociale qui pouvait préexister à cette démocratie 2.0. Donc à partir de ce moment-là, la question de l'avenir, enfin personnellement, je suis très circonspect sur la façon dont ça peut se passer. C'est un mouvement qui est plutôt en déclin, mais les éléments qui restent présents sont tellement radicaux et radicalisés qu'on ne sait absolument pas quel peut être le rendez-vous numéro 4, numéro 5. S'il y en a, il peut ne pas y en avoir. Hein. Jean Garrigue, si le gouvernement annonce par exemple un moratoire sur la hausse de la taxe sur les carburants, comme semble-t-il le signale l'AFP, est-ce que l'on peut imaginer que le mouvement s'essouffle? C'est compliqué de répondre à la place de ces milliers de gens qui aujourd'hui ont rejoint le mouvement des Gilets jaunes, mais votre point de vue? Dans le contexte qui vient d'être décrit d'une sorte de mouvement à la fois irrationnel et très difficile, dont il est très difficile de percevoir justement les objectifs, parce qu'il y a hétérogénéité, parce qu'il y a diversité, parce qu'il y a hystérisation par les réseaux sociaux, la réponse est forcément compliquée et à mon sens, elle est dans un premier temps plus symbolique que politique. Et donc symboliquement, il faut marquer un recul. Et ce recul, si le gouvernement annonce un moratoire, c'est un recul. C'est donc déjà une concession qui est, me semble-t-il, indispensable. Parce que, je le répète, on est dans le registre du symbolique et qu'il faut absolument, au moins dans un premier temps, marquer, par rapport, je le répète, au flou, à l'ambiguïté des revendications, il faut marquer du symbolique. Ensuite, on voit très bien que la question du pouvoir d'achat et la question du niveau de vie étant au cœur, même de manière très irrationnelle et très informelle des revendications, il y aura à travailler sur cette question-là. Alors, il y a beaucoup de propositions sur la revalorisation du SMIC. Une autre mesure, alors là, hyper symbolique aussi, qui serait le rétablissement de l'ISF. On voit bien aussi comment tout ça se percute ce qu'a été la politique gestionnaire d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron depuis un an. Il faudrait, ce sera un autre débat d'expliquer pourquoi ils ont conduit cette politique par rapport aux critères européens et à ce qu'était, me semble-t-il, l'articulation majeure de la politique d'Emmanuel Macron. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à la présidentialité macronienne, où je maintiens mon cap, il y a une inflexion, un tournant politique, et je le répète, symbolique, qui va s'effectuer en ce moment, qui est en train de s'effectuer d'ailleurs, parce que on voit bien que par rapport à ce cap, il y a eu beaucoup de louvoiements en réalité depuis quelques semaines. Sylvain Moulouk, c'est compliqué de comprendre les déferlements de violence. Je citais l'exemple de cette petite commune d'Ardèche, le Pouzin, de 1800 habitants, où il y a eu une émeute tard dans la nuit. Alors les policiers expliquent que des casseurs sont venus, certains manifestants, certains gilets jaunes expliquent que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'interpellation d'un jeune. Qu'est-ce que l'on a finalement comme modèle pour essayer de comprendre tout cela? On n'a pas vraiment de modèle, parce que ça pose le problème d'une manière globale du passage à l'acte. Donc le passage à l'acte... Sauf s'il y a préméditation. Oui, sauf s'il y a préméditation. Dans un certain nombre de cas, il y a préméditation, mais après, il y a préméditation chez des acteurs déjà conscientisés. Il y a un certain nombre de personnes qui participent pour la première fois ou qui ont participé de manière plutôt pacifique jusqu'à maintenant à des actions de mobilisation, et qui là vont se retrouver emportés, et plutôt que de quitter la manifestation, vont se lancer dans cette action violente. Alors, comparaison n'est pas raison, mais quand on prend un certain nombre d'autres travaux sur les violences de masse et tueries de masse, on voit très très bien qu'au départ, ces gens-là, alors ils sont peut-être plus encadrés, mais c'est un passage à l'acte qui va enchaîner après un cycle de violence. Alors là, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mort. Il y a une femme qui est morte. J'ai bien dit que c'était pas. Comparaison n'était pas raison. Bien sûr. Non, mais par ailleurs, il faut souligner le fait que ces scènes ont été des scènes violentes, mais qu'il n'y a pas eu donc de décès à déplorer. D'ailleurs, ça aussi, c'est une tradition, puisqu'en 68, il y avait eu, je crois, un mort au cours des événements. Mais au-delà de ça, Jean Garrigue, on pense par exemple à ce livre qui est devenu un livre classique en histoire, le livre d'Alain Corbin, Le village des cannibales, sur la mort terrible d'un noble dans un village français de Dordogne en 1870, où là, on voit comment la colère populaire peut l'enchaînement de cette brutalité qui débouche sur la mort d'un homme. Je crois que c'est exemplaire le travail d'Alain Corbin, d'ailleurs pour beaucoup d'historiens, pour les historiens que nous sommes, parce qu'il montre bien cet enchaînement au-delà même de ce qui peut être dans ce qu'on a vu dimanche, une stratégie de la violence pour un certain nombre de casseurs. Il y a aussi ces enchaînements qui sont dus à une sorte de sociabilité, de l'hystérisation, de la recherche aussi de boucs émissaires.
émissaire de défoulement pour une colère trop longtemps contenue. Et on voit bien à quel point, alors là, les Gilets jaunes sont emblématiques de cette frustration sociale qui aujourd'hui se libère de manière aussi très irrationnelle, de manière très irrationnelle canalisée. ou pas, parce que par exemple, la question du pouvoir d'achat, c'est une question rationnelle. Bien sûr, non, mais je veux dire irrationnelle dans les formes d'expression de ce mécontentement social et dans la diversité, le manque d'encadrement politique et c'est ce qui rend d'ailleurs le mouvement tout à fait atypique. C'est en ça qu'il peut y avoir l'irrationnel, parce que la colère, la frustration, elle est forcément rationnelle. Elle repose sur un manque de pouvoir d'achat, sur des problèmes de survie au quotidien. Donc c'est du rationnel. Mais je veux dire que la libération de la violence comme ça, ce sont des phénomènes collectifs, des phénomènes qui échappent à la raison, justement. Sylvain Boulouk. Oui, et puis il y a une vieille tradition française, et une vieille passion française qui a pris différentes formes, et qui est quand même cette tradition révolutionnaire. Alors elle peut être soit révolutionnaire au sens social du terme, soit révolutionnaire au sens national du terme, hein, l'un et l'autre n'étant pas forcément incompatibles. Donc à partir de ce moment-là, ça rend les choses très compliquées à lire, parce qu'on peut avoir des personnes qui vont se réclamer uniquement de la révolution sociale et utiliser la violence à des fins d'une révolution sociale selon un cycle assez compliqué. Donc c'est provocation, répression, ce qui montre la nature non démocratique des régimes dits démocratiques. Ça, c'est pour l'extrême gauche. Et de l'autre côté, de la part d'une partie de l'extrême droite, c'est provocation et on appelle immédiatement à un ordre nouveau. Donc il y a des provocations, il y a des émeutes. Il faut instaurer un ordre nouveau le plus rapidement possible, avec ou sans chef charismatique. Mais on a cette dimension qui est extrêmement présente chez un certain nombre d'acteurs de ce mouvement, au nom toujours de cette passion révolutionnaire, alors qui peut être aussi une passion contre-révolutionnaire qui est apparu de manière très manifeste en 1789. Jean Garrigue. Oui, non, ça fait partie des balbutiements de cette horizontalité démocratique. Si on prend un peu de recul, on voit bien que là, il y a un tournant. Je le répète, j'en parlais tout à l'heure, une séquence longue sur plusieurs années, où par rapport à la faillite d'un certain nombre de canaux d'expression traditionnels de la vie publique, que ce soit les partis et les institutions, et j'y ajouterai les syndicats, il y a une recherche comme ça de formes d'expression qui évidemment aujourd'hui s'appuie essentiellement sur les réseaux sociaux. Mais il est bien normal aussi que ça débouche sur des excès, des outrances, des maladresses, enfin tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le mouvement des Gilets jaunes. Jean Garrigue, Sylvain Boulouk, vous restez avec nous. Jean Garrigue, vous allez bientôt publier La République incarnée, c'est chez Perrin, et Les listes noires du PCF, c'est votre livre, Sylvain.